Et la question productive n'est pas une petite question. Pendant des années, la classe dirigeante a exprimé en France, ce n'est pas le cas dans d'autres pays, l'Allemagne, l'Angleterre même, les États-Unis, le Japon, l'Italie, a toujours exprimé une espèce de désinvolture vis-à-vis de la question de la production, de biens ou de services d'ailleurs. Je ne juge pas, je ne fais pas le tri. Pour moi, c'est un ensemble, c'est la part de puissance qu'on peut retirer de la production de richesse dans un pays. Et c'est une position, j'allais dire, purement mercantiliste. Vous qui étudiez l'histoire économique ici à Dauphine, vous connaissez évidemment le mercantilisme. C'est la stratégie pour une nation consistant à vendre le plus cher possible le travail national aux autres nations. C'est-à-dire la création de richesses permettant d'augmenter le gâteau national pour pouvoir le partager entre des bouches de plus en plus nombreuses. Et en France, nous avons une démographie dynamique depuis longtemps, une quinzaine d'années, et les bouches sont de plus en plus nombreuses à nourrir. Et pourtant, le gâteau n'augmente pas aussi vite. Et c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, l'appauvrissement qui existe dans certaines couches de la société, dans d'autres, ça va, mais dans d'autres, plus en dessous, cela ne va pas. Pour cette raison, c'est que nous avons un besoin d'expansion économique qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'offrir. Ça a été d'ailleurs une des raisons de l'ouverture de ce combat qui pour moi est à la fois intellectuel et culturel sur le Made in France. Si nous voulons augmenter notre richesse, mieux la distribuer, être capable de rassembler l'ensemble des Français autour d'un projet, il est nécessaire de produire plus et mieux, et de le vendre de mieux en mieux à l'extérieur pour être en mesure de répondre aux besoins de la société. Ce n'est pas le cas, donc nous périclitons. Et je voudrais dire que lorsque on s'est un peu moqué de la marinière, je ne le regrette pas rétrospectivement, je vois certains d'entre vous qui l'arborent, et je les en félicite, la marinière est le symbole finalement que d'autres, avant moi, beaucoup plus fameux, Picasso, Jean-Paul Gaultier et combien d'autres, ont porté. Elle est, pour moi, c'était un peu le hasard qui avait fait cette présentation, elle est devenue pour moi, et pour beaucoup de Français d'ailleurs, le symbole de l'idée que nous sommes tous responsables de la façon dont nous pouvons participer à la reconstruction de notre pays. Bien sûr, il y a des responsabilités partout. On peut toujours dire, ce sont les dirigeants de notre pays. On peut dire, c'est pas moi, c'est les autres. Mais il y a aussi une autre attitude qui consiste à dire, nous pouvons nous-mêmes nous engager dans cette réflexion qui consiste à nous demander pourquoi d'autres pays, comme les États-Unis, par exemple, qui sont des passionnés de patriotisme économique, les Allemands, qui eux font du patriotisme sans jamais l'avouer ou le dire, parce qu'en vérité il est instinctif, c'est une société beaucoup plus holiste et moins individualiste que la nôtre. Les Japonais, eux aussi, sont dans cet état d'esprit. Les Italiens aussi, bien que très individualistes, ont un patriotisme qui les unit, probablement parce que la politique ne les unit que trop peu. En France, parce que nous avons un État-nation, une république qui a une tradition forte, on a considéré que l'intrusion dans l'économie était une sorte d'hérésie. Et que faire, finalement, de son attitude personnelle un acte économique constructif était totalement innovant, alors qu'en vérité, tous les pays et les citoyens de leur nation le font. Et dans le travail de reconstruction de notre appareil productif, je crois qu'il était utile de procéder à ce que moi j'avais appelé l'alliance des forces productives. Vous unissez tout le monde autour de l'appareil productif. Qu'est-ce qu'un appareil productif? C'est une entreprise. Vous mettez les syndicats, les salariés, le management, les dirigeants, qui ne sont pas forcément les actionnaires, les créanciers, les banquiers, l'État, les actionnaires aussi, qui ont une responsabilité puisqu'ils sont les porteurs du capital, et vous leur demandez de concilier les points de vue, de faire un effort, de bâtir des stratégies pour sauver l'appareil productif quand il est menacé, ou le déployer lorsqu'il ne progresse pas, ou trop peu. C'est ça la politique du Made in France. C'est celle qui consiste à trouver des compromis entre des gens qui ont des intérêts opposés, mais qui en vérité ont des intérêts communs
dès lors qu'ils se retrouvent à produire ensemble. Et cela a beaucoup de conséquences. Il y avait un livre de Michel Houellebecq, prix Goncourt, qui s'appelait « La carte et le territoire ». Il décrivait la France désindustrialisée avec des stations de ski pour clientèle UP, 10 000 musées, Beaubourg et Disney en prime, et en dehors de cela, plus rien. C'est une sorte de tableau apocalyptique de la désindustrialisation à la française, puisque, comme vous le savez, elle est une réalité. Les Anglais sont passés devant nous, alors qu'ils ont pendant des années eu un appareil industriel très faible, et les Italiens caracolent avec les Allemands en tête du tableau d'honneur de ceux qui ont défendu, protégé, organisé une puissance industrielle et productive qui leur a permis de résister dans la période d'austérité extrêmement cruelle qu'ils ont traversée. Cette image, finalement, littéraire que Houellebecq colporte, relayée par des gens comme Serge Chouroux, qui à une époque avait théorisé la France sans usine. Toute cette période, j'ai voulu qu'elle soit révolue et que nous puissions commencer un cycle, j'allais dire, culturel, où dans nos têtes, nous nous intéressions à cette question. Et ça passe par 1001 gestes du quotidien pour nos concitoyens, pour un responsable politique que j'étais pour moi aussi, mais comme président de la petite entreprise que j'ai l'honneur de co-diriger avec l'ensemble de l'équipe, c'est aussi une préoccupation. Comme producteur, ça m'intéresse de faire le choix de l'industrie française, le Made in France. Donc quand on discute des coûts de production, de la marge, du processus d'industrialisation, des choix de localisation de la production de nos produits, eh bien on discute aussi de cela. Et le fait d'avoir défendu le Made in France, de l'avoir mis dans les têtes, et on ne sait pas à quel point nous, Français, le Made in France est réputé à l'étranger. On devrait d'ailleurs, plutôt qu'être nos propres procureurs, parfois exprimer la fierté de ce que nous sommes capables de faire. J'en dirai un mot tout à l'heure, si vous approfondissez ce thème. Je dois vous dire que nous sommes aujourd'hui engagés dans un combat contre nous-mêmes, d'une certaine manière, contre notre ancienne désinvolture, notre mépris à l'égard des mains sales de ceux qui travaillent avec leurs mains. D'ailleurs, travailler avec ses mains, c'est travailler avec sa tête. Le mépris pour le travail ouvrier. Je me souviens qu'un ancien Premier ministre socialiste avait dit « mais ouvrier, ce n'est pas un gros mot ». Et cela a un sens aujourd'hui de faire en sorte que l'ensemble des forces qui produisent soient au cœur du compromis politique, social et économique de notre pays. C'est ça le Made in France. Alors évidemment, on a souvent glosé sur les risques, les dangers prétendus du patriotisme économique. Et j'employais ou je reprenais toujours la formule de Romain Gary, un grand compagnon de la Libération, grand écrivain aussi, qui a donné une partie de sa vie à la France. Il avait défini les choses ainsi, il avait dit « le nationalisme, c'est la haine des autres. Le patriotisme, c'est la fierté de ce que nous sommes. Et bien cette fierté, nous devrions de temps en temps la porter davantage. » C'est ça mon message aujourd'hui ici, devant les étudiants que vous êtes de Paris-Dauphine. Défendez notre mode de vie. Défendez nos usines, nos start-up, nos ETI, nos groupes quand ils sont sur le territoire. Si vous êtes à la tête de ces entreprises, si vous y travaillez, pensez à la France et pensez à ce que nous lui devons. C'est un point important, je me souviendrai toujours de ces étudiants qui avaient réussi dans la finance, qui allaient travailler à Londres, et quand il y a eu les fermetures après la crise financière, sont tous venus se réinscrire en prenant l'Eurostar à Paris, aux ACDIC, pour bénéficier de l'assurance maladie. Tout ça c'est bien, mais il faut toujours se souvenir d'où on vient, d'où on est. Notre histoire et notre géographie parlent pour nous, et elle est nécessaire dans la période actuelle. Voilà mon message, messieurs, madame, mademoiselle, messieurs, sur le bref portrait que vous avez bien voulu donner de votre sénateur.
faire l'honneur de votre présence. Bonjour Monsieur le Ministre. Donc c'est avec plaisir qu'on va parler un peu d'économie avec vous, et notamment avec ces 1 an et demi passés, avec avoir un peu plus de recul, on est hâte de réponse sur toutes ces questions économiques qu'on vous pose. Alors, première question très simple. Qu'est-ce que ce recul vous a apporté de la vie politique ? Écoutez, j'ai fait le choix de... D'abord, j'ai fait le choix de ne pas me représenter en 2012, puisque dans l'itinéraire politique habituel en France, quand vous entrez au gouvernement, vous reprenez votre circonscription, vous vous présentez comme... C'était le cas, j'étais ministre du gouvernement Ayrault, avant les élections législatives, et il eût été possible de me présenter à l'élection, cette élection 2012, pour un mandat de 5 ans, ce qui me permettait, en cas de sortie du gouvernement, de retourner au Parlement et donc de poursuivre l'itinéraire classique de ces carrières qui commencent à 25 ans comme assistant parlementaire, se terminent généralement à 75 comme sénateur, en passant dans toutes les cases du tableau. Je n'ai pas souhaité poursuivre, d'abord parce que j'avais fait 3 mandats à l'Assemblée nationale, que, je dois vous dire, la lassitude m'avait conquise, que j'avais fait le tour de la fonction, et que par ailleurs, je considérais que si je quittais le gouvernement, quelles qu'en étaient les circonstances, je n'avais pas le désir de retourner à la politique classique, habituelle. Je reste un citoyen comme vous, engagé, observateur, mais comme je dis souvent aux journalistes qui viennent me solliciter, je n'ai pas de mandat, je ne représente que moi-même, donc ma parole n'engage personne, elle n'intéresse donc personne. Je n'ai pas de proposition particulière à faire parce que je ne suis candidat à rien. Je ne suis pas engagé aujourd'hui dans les luttes d'un quelconque parti politique, fût-il le mien. Et donc, en conséquence, je fais le choix d'éviter l'actualité, de ne parler que de sujets qui me paraissent devoir l'être, ou devoir faire l'objet d'un apport particulier, où je pourrais apporter une vision, peut-être une expérience, peut-être, bien modeste. Alors, il est évident qu'en 2012, j'ai donc décidé, j'avais en tête que si l'expérience ministérielle s'arrêtait, j'avais fait le choix depuis longtemps de me diriger vers l'entreprise. Alors, pourquoi l'entreprise? Parce que c'est ce qui manquait à ma vie professionnelle. J'avais été avocat pendant 8 ans, à mon compte, donc c'était plutôt profession libérale. On fait connaissance avec l'URSSAF, bien sûr, quand on est profession libérale, mais on n'a pas la connaissance de l'entreprise. L'entreprise, je l'ai connue d'ailleurs, en la défendant, avocat, en l'écoutant, en étant l'élu, en m'en occupant, en étant le ministre des entrepreneurs, des entreprises. Mais je ne l'avais pas été moi-même, et c'est une expérience aventureuse que je souhaitais avoir. Aventureuse, le mot est choisi. Je veux dire par là que le désir de convaincre, de vaincre de nombreux obstacles, de bâtir, de concrétiser, est un désir qu'on exprime et qu'on ressent très vite quand on est dans l'action publique. Parce que concrétiser dans l'action publique, c'est toujours difficile. On est plutôt commis, de par la fonction, aux discours, aux écrits, aux idées abstraites, et très peu aux réalisations concrètes, sauf lorsqu'on est à la tête d'exécutifs locaux, ce qui m'avait été donné pendant 4 années. Donc c'est un choix, en quelque sorte, de retourner au milieu des Français à travers une décision professionnelle. Et surtout, c'était pour moi une manière de tourner radicalement la page de ces années sur lesquelles on pourrait revenir, mais sur lesquelles chacun a son opinion, il n'est pas nécessaire forcément de l'exprimer. Je dois vous dire que mon expérience de retourner à l'école a été pour moi importante parce que d'abord, je pense qu'il faut se former toute sa vie. Et on a toujours quelque chose à apprendre. Toujours. J'ai entendu à l'époque quelques critiques qui s'étaient formulées en disant « Comment se fait-il que le ministre retourne à l'école? Il aurait dû y aller avant. » Heureusement, j'y étais allé avant. On apprend toujours. Mais on apprend encore, même à 53 ans,
Je me souviens que Edgar Faure, parce que je crois que l'amphithéâtre s'appelle Edgar Faure, ici, dont je fis l'éloge lorsque j'étais au barreau de Paris, car il avait été aussi avocat, avait été battu à une élection à 60 ans. Il avait décidé de retourner à l'université et d'y apprendre le droit romain jusqu'à passer l'agrégation, à 60 ans. C'était un choix. Je ne vous dirai pas que ce choix ne m'a pas inspiré. En revanche, ce que j'ai appris à l'INSEAD, qui est une école à laquelle, ça a été précisé dans le portrait fait par mademoiselle, j'avais rêvé lorsque j'étais jeune homme, où mes parents m'avaient dit, écoute, c'est bien gentil, mais ça coûte, c'est hors de prix, cette école, il est hors de question que l'on paye ça, ta mère et moi on n'a pas les moyens, donc va bosser. Bon, très bien. Donc, je suis allé travailler, j'ai passé le barreau, je suis devenu avocat, et c'était un vieux rêve, en vérité, que j'ai pu réaliser dans ces circonstances. C'est une école de l'anticonformisme. C'est-à-dire qu'en vérité, je sortais d'un monde extrêmement conservateur, conformiste, qui est la politique, c'est-à-dire formaté, et je me suis aperçu que dans ce monde quand même, parce que nous étions 24 nationalités, une trentaine de secteurs, nous n'étions que 4 du secteur public. Il y avait une personne qui était issue de la Banque mondiale, une personne qui était numéro 2, je crois, des aéroports de Thaïlande, et je crois qu'il y avait le numéro 1 des parcs nationaux australiens, qui est un des grandes mannes du tourisme de ce continent. Et tous les autres venaient, c'était à une cinquantaine d'années, étaient originaires d'entreprises à N-2, -1, et aspiraient à devenir numéro 1. Et donc étaient tous en position de rupture. Et j'ai pu noter que les enseignements pour des gens qui vont devenir dirigeants d'entreprises de taille quand même mondiale sont des enseignements anticonformistes. C'est-à-dire qu'on va chercher dans les sciences humaines, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, bien sûr l'économie, l'ensemble des sciences humaines, c'est parfaitement inexact, des apports que la politique elle-même rejette et refuse. Moi, je suis frappé devant la coupure qu'il y a entre le monde politique et les intellectuels. Quels qu'ils soient, les intellectuels et leurs apports ne passent pas la rampe de l'expertise, j'allais dire, de la noblesse d'État. J'appelle noblesse d'État ceux qui, à 25 ans, ont eu des diplômes et considèrent qu'ils n'ont plus de preuves à faire de ce qu'ils doivent réapprendre. Car, y compris lorsqu'on a été surdiplômé à 25 ans, on commet de graves erreurs. C'est naturel. Et il faut donc réapprendre et se former. Donc cet état d'esprit, j'allais dire, d'humilité, de réapprentissage, était pour moi un point clé pour redémarrer autre chose. D'ailleurs, c'est intéressant parce que pour la plupart de mes amis, qui sont devenus des amis, nous étions 60 en promotion, d'ailleurs, il n'y avait que 4 Français. Donc, ça me permettait de sortir du débat politico-français ou franco-politique, je ne sais pas comment dire, et donc de traiter d'autres questions. Et de traiter le débat, y compris économique, macroéconomique, d'une façon beaucoup plus critique par rapport, ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, par rapport aux certitudes des dirigeants politiques européens. Et ça nous permettait quand même de voir qu'il y a du jus de cerveau dans ces écoles, si vous me passez l'expression. Donc ça a été un point important de mutation. Et donc ce que j'en ai retiré, c'est que je suis très heureux de participer de façon beaucoup plus modeste, mais beaucoup plus concrète. Quand vous êtes ministre de l'économie, vous voyez tout, mais les réalisations sont rares. Et la question du bilan surgit assez vite, y compris dans votre propre miroir, du matin où vous brossez les dents. Il faut penser à ce que nous réalisons chaque matin, pour le bien commun. Eh bien, je pense que quand on travaille dans une petite entreprise, modeste, nous sommes 13 dans cette petite start-up, eh bien, nous nous posons la question du bien commun. Et les emplois créés, les processus d'industrialisation, le commercial, tiens, j'ai oublié de poser la question comment va-t-on faire pour, la levée de fonds, donc le financement, les questions de stratégie, l'évolution de la technologie, les prochaines générations, bref, des choses très modestes, mais parfaitement concrètes qui manquaient cruellement à la vie antérieure que j'avais pu nourrir.
Oui, et donc pour vous, cette relation de l'homme politique avec les intellectuels et donc le monde de l'entreprise est très important. Notamment, on a un ministre de l'économie, donc Emmanuel Macron, qui vient du monde de l'entreprise. Donc à l'avenir, une expérience dans le secteur privé sera-t-elle un atout ou une nécessité pour un homme politique ou une personne active dans l'action publique? Écoutez, je ne sais pas si c'est seulement l'entreprise, parce que l'entreprise est un des lieux de l'apprentissage où on travaille en commun, mais il n'est pas le seul. On fait ce type d'apprentissage dans des associations, dans sa vie personnelle aussi. D'ailleurs, dès qu'on est plus de deux, les ennuis commencent. Vous connaissez cette phrase. Je voudrais peut-être dire que le monde politique s'est replié en quelques années, en 20-30 ans, et notamment avec la professionnalisation des fonctions politiques. On commence à l'âge de 20 ans comme assistant d'un exécutif, conseiller d'un exécutif, assistant d'un député, d'un sénateur, et on gravit les échelons à une vitesse assez cadencée. Mais finalement, quelle est la connaissance qu'on a de la société? Aucune. On a fait ses études, généralement réussies et brillantes, mais y a-t-il un moment où on peut parler des choses sur lesquelles on va légiférer, dont on va s'occuper? Je ne crois pas. Et j'ai le sentiment que le système de recrutement politique, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, qui est ultra professionnalisé, s'est isolé de la société française, qui le ressent, qui le sanctionne, et il est nécessaire de retrouver des liens de confiance communs. J'ai le sentiment aussi que, et je l'ai vécu personnellement comme une espèce de temps perdu, le temps consacré aux luttes de pouvoir, locales, dans le parti, sur les investitures, je n'ai jamais eu à connaître de ça sur mon terrain, puisque je suis allé dans un endroit qui était... Voilà, tout était à faire. Donc je n'ai pas été contesté. Mais je sais que beaucoup de l'énergie des élus est consacrée, j'allais dire l'essentiel de l'énergie des élus, est consacrée à la conquête, le maintien, les luttes, pour garder ou conquérir le pouvoir. Dans les partis politiques, c'est un chaudron inqualifiable. On passe notre vie à faire des motions que personne ne lit, pour des congrès que personne n'écoute, et pour des positionnements où les idées, les propositions sont en quelque sorte des prétextes pour la lutte. Donc c'est un problème fondamental. Donc comment faire pour retrouver le lien avec la réalité? Je pense qu'il faut organiser la mutation du système politique. Alors, vous venez de le dire, vous êtes investi dans des entreprises françaises pour y mener votre combat du Made in France. Alors, on a une petite question. Pour un consommateur moyen, est-ce que le Made in France est un réel argument de vente? En d'autres termes, est-ce un critère décisif à l'achat ou simplement une satisfaction postérieure à l'achat? Ce sont les deux. D'abord, le Made in France, qu'est-ce que c'est? C'est le fait pour le consommateur de payer un bien qui est en rapport avec son propre niveau de vie. Ce que vous produisez en France, vous le produisez avec la protection sociale, le niveau de retraite que vous exigez pour vous-même. Alors je sais, il y a deux cerveaux dans le consommateur. Il y a le cerveau droit qui veut du low cost, qui veut des prix bas, qui veut tout de suite la production à toute vitesse, le renouvellement, l'innovation, veut tout. C'est le consommateur avide. C'est la caricature du consommateur. Le cerveau gauche, c'est le consommateur citoyen. Il veut des droits sociaux, des bons salaires, que ses enfants soient pas au chômage, ses voisins soient en prospérité, etc. Et il y a un moment, il faut concilier les deux. Et cette synthèse, elle se réalise entre les deux lobes du même cerveau de chaque citoyen. Et l'arbitrage, il a lieu. Il y a des enquêtes du Crédoc qui ont montré que les Français faisaient l'arbitrage en faveur du Made in France, plutôt du côté gauche du cerveau, à 92%. Ils eux-mêmes affirmaient, ça ne veut pas dire qu'ils le font,
mais affirmaient qu'ils étaient prêts à payer le prix de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils veulent voir à travers les produits. Oui. Alors maintenant, je réponds à la... Je réponds. Oui. Vous me posez des questions. Allez-y. Je réponds à la première question. Est-ce que le Made in France est une équation économique viable? Parce que c'est ça votre question. La réponse est évidemment oui. Et je voudrais vous dire que grâce à cette, j'allais dire presque campagne culturelle, vous avez beaucoup de start-upers, de jeunes entrepreneurs qui ont réinventé tous les modèles de la distribution. Parce qu'ils se sont aperçus que produire en France sans payer le prix de la production, ça n'existe pas. En revanche, produire en France en laissant les distributeurs se faire des marges monstrueuses sans jamais payer le prix de la production, eh bien, ça part en Chine. Enfin, d'ailleurs, pourquoi la Chine? On pourrait imaginer d'autres stratégies géographiques. Donc, en vérité, le modèle numérique de la vente directe sur Internet a permis la relocalisation de très nombreux emplois, et elle va être croissante. C'est pour ça que les effets positifs de la révolution numérique, pour moi, c'est le Made in France, par exemple. Je cite toujours celui que j'appelle l'étoile montante du Made in France, qui est Thomas Hurier, avec ses deux frères, a fondé à Romans, dans la Drôve, une ville très abîmée par la chute de la chaussure, la mondialisation de la chaussure. Il a monté une entreprise de jeans intégralement fabriquée en France. Et il a revisité tous les métiers attachés à ça, le denim, le tissage, la teinture, la confection, la finition. Et il a travaillé avec des sous-traitants qui s'est mis à faire travailler. Et là, ils sont mis tous à créer des emplois, retrouver du chiffre d'affaires, et il le vend au prix compétitif d'un jean qui est sur le marché aujourd'hui. Mais la différence, c'est que la marge n'est pas pour le distributeur qui fait du marketing sur les Champs-Élysées à vous vendre des jeans de marque fabriqués par des esclaves dans les pays asiatiques, mais des jeans de même qualité, au même prix que les jeans de marque, mais fabriqués en France, octroyant des salaires aux gens qui travaillent sur notre territoire. Et c'est un nouveau modèle économique. Vous pouvez multiplier ça par je ne sais combien. Et donc, c'est un modèle qui est viable, y compris, je prends l'exemple du jean parce que c'est la commodité par excellence, c'est le produit le plus concurrencé au monde, voilà, il y en a partout, ça vend en stock, à 3 €, bon. Et c'est quand même le produit où le consommateur citoyen, et je dois vous dire qu'ils ont eu un succès d'abord sur leur levée de fonds en crowdfunding, en financement participatif, pardon. Ils ont eu surtout un succès sur le marché parce qu'ils ont réalisé la deuxième année, je crois, 1 million de chiffre d'affaires. Donc c'est assez extraordinaire, et ils sont eux-mêmes débordés par leur succès parce que les Français disent maintenant, on a compris, ça suffit, nous allons défendre nos savoir-faire. Et ils sont extraordinaires. Et surtout, au lieu de payer du marketing à des distributeurs, ils payent des emplois de producteurs à Marseille, à Saint-Étienne, à Roanne, à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord, partout, dans les régions textiles. Alors c'est embryonnaire, mais c'est un modèle que moi je souhaite populariser, défendre. J'ai beaucoup de projets concrets, modestes et concrets, comme je vous le disais tout à l'heure, en ce sens. Et donc vous avez répondu, mais pourtant, est-ce que le facteur Made in France est vraiment différenciant dans le sens où les produits dont vous parlez sont des produits de qualité? Est-ce que les Français sont prêts à acheter un produit avec un prix plus élevé, une qualité moindre qu'un autre? Est-ce que c'est vraiment le fait que ce soit fabriqué en France qui fait que le succès de ces entreprises? D'abord, il y a une vraie mobilisation de consommateurs qui est réelle, que constatent tous ceux qui pratiquent le Made in France et qui en font un argument. C'est-à-dire qu'ils disent, nous on a constaté une augmentation significative de notre chiffre d'affaires. Et pas que Armor Luxe. Mais je pourrais vous en donner, j'ai réuni avec Yves Gégaud les assises du Made in France, et on fera ça tous les ans parce que c'est un lieu où on échange des expériences, les entrepreneurs, les syndicalistes, tout le monde, les distributeurs, tout le monde, la Camif, qui a lancé quand même le catalogue des meubles Made in France. C'est intéressant, la Camif, c'est devenu le défenseur des sites de production des meubles les plus usuels que vous pouvez acheter, mais vous les achetez en faisant travailler la France. Et il vous dit où ça se trouve, à quel endroit, combien d'employés, comment s'appelle l'entreprise, le nom de la ville où elle travaille, etc. Donc on a aujourd'hui un engouement des consommateurs, mais aussi vous avez de plus en plus d'investissements dans le sens du Made in France. C'est-à-dire que les producteurs s'y mettent.
Quant aux grandes entreprises, beau sujet, on parle de compétitivité en ce moment. Je me souviens avoir été à l'origine d'une médiation entre les syndicats de chez Renault, une traduction revendicative assez forte, et Carlos Ghosn, président de Renault, sur l'accord de compétitivité de 2013. L'accord consistait à dire, parce qu'on constatait que Renault produisait il y a 10 ans, en 2002, Renault produisait 1 million de véhicules en France. En 2012, c'était plus que la moitié, 500 000. Donc moi j'avais dit à Carlos Ghosn, je suis ministre du redressement productif, Renault qui est un fleuron national, vous avez une histoire extraordinaire, vous êtes allié à Nissan, ça vous fait de vous, Renault-Nissan, une alliance qui est numéro entre 8 et 6 dans le monde, et vous aspirez à monter encore les marches du tableau d'honneur mondial, vous ne pouvez pas délaisser la France. Ça n'est pas possible, il faut qu'on trouve un accord. Et moi, je veux bien, mais on signe un accord de compétitivité avec les syndicats sur l'organisation du travail, sur le temps de travail, sur la productivité, les systèmes de passage d'une usine à une autre, bref, tout un tas de choses qui ont été mises sur la table. Ça a été un accord difficile, mais les contreparties ont été présentes. C'est-à-dire qu'en contrepartie des efforts qui ont été faits par les salariés, il y a eu des efforts qui ont été faits par la direction de Renault, qui a promis, d'ailleurs, je suis heureux de constater qu'elle a réalisé cet engagement, qui a remis 250 000 véhicules à produire sur le territoire français dans les usines françaises. Donc Douai, maintenant, travaille plein pot, Flins travaille, Sandouville, etc. Tous ces choix de la France sont issus d'un accord de compétitivité. Donc, on fait un compromis entre eux pour garantir le prix compétitif du véhicule vendu en France, produit en France, face à la concurrence étrangère. Et je dois vous dire que ça a marché, puisque les profits sont repartis à la hausse, les ventes ont explosé, et les usines travaillent plein pot. Donc c'est un accord gagnant-gagnant. Alors là-dedans, tous les syndicats n'ont pas signé, mais ils étaient majoritaires. Ils étaient majoritaires à 65%. Et y compris des accords qui n'étaient par des syndicats qui n'étaient pas d'accord au plan national pour signer ce type d'accord. Donc c'est intéressant de voir que chez Renault, qui est quand même un point, c'est une tradition sociale forte, hein, chez Renault, l'accord a été possible. Donc les voitures Clio qui sont fabriquées à Flins, les Zoé qui sont fabriquées à Flins ou Cléon, eh bien, ce sont des véhicules qui font l'objet d'un accord, un compromis social au sein de l'entreprise pour les rendre plus compétitifs, made in France. Donc c'est du made in France. Et ouais. Donc ça tombe bien parce qu'on a une petite liste d'entités ici on aimerait avoir votre expertise dessus pour savoir où vous les situez selon vos définitions du Made in France, pas Made in France. C'est juste un petit jeu, vous pourrez répondre juste par une phrase. Donc par exemple le bureau Greta de chez Habitat, c'est du Made in France ou pas du Made in France? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Honnêtement? Ben, je ne sais pas, pour une raison simple, c'est que je ne vois pas ce que c'est que Greta. Il y a 800 articles, mais vous connaissez bien, vous êtes allé chez Habitat? Nous avons regardé. Un mot sur Habitat, c'est intéressant. Un mot, non mais moi je ne joue pas. Oui. Vous jouez, vous avez l'âge, moi j'ai plus l'âge. Donc, un mot sur Habitat. Habitat est une marque qui a été fondée par un Anglais qui habitait dans le sud de la France. Qui d'ailleurs a été, quand Ikea a racheté Habitat, a été sommé de s'en aller, on va dire comme ça. D'ailleurs, c'était Sir Terence Conrad qui a fondé les Conrad Shop. Voilà. Donc il a été évincé. Là, ce sont des Français qui ont racheté Habitat et qui ont décidé de naturaliser française la marque. D'ailleurs, Hervé Jaoui, son président, a déclaré il y a quelques mois qu'aujourd'hui, l'approvisionnement Habitat Made in France n'est que de 9%, mais qu'il souhaite monter à 30%. Et d'ailleurs, on a regardé coût de production en coût de production. Tout ce qui est métallique, et il a pris des décisions de relocalisation, par exemple les lampes métalliques, toute la collection de Mallet Stevens. C'est pour ça que je ne suis pas sûr de reconnaître le meuble dont vous me parliez, mais toute la collection Mallet Stevens est fabriquée en France. Pourquoi? La qualité est meilleure, le prix n'est pas plus élevé. Donc en fait, quand vous regardez, les choix d'industrialisation, les lieux où ça se fait, on a fait ce travail de relocalisation,
eh bien, vous arrivez à des résultats. Et c'est intéressant, c'est pour ça que je suis allé l'aider, hein, dans cette entreprise qui est une PME, hein, c'est une petite entreprise, elle a beaucoup de fans, hein, c'est une marque puissante, comme on dit, mais c'est une petite entreprise, 100 millions de chiffre d'affaires, moins de 500 salariés. C'est une entreprise qui se développe. À l'étranger, elle fait fureur, parce qu'elle est de plus en plus française et connue comme telle. Et d'ailleurs, on ouvre beaucoup de magasins à l'étranger. Et ce qui est intéressant, c'est que le désir du patron est de la ramener peu à peu au Made in France. Donc vous voyez que ce mouvement, il concerne tout le monde. Il concerne Renault, Carlos Ghosn, qui était parti au Japon dans une alliance avec Nissan depuis 15 ans. Elle concerne le fabricant de jeans et elle concerne le fabricant de meubles et de design. Est-ce que, selon vous, Bernard Arnault, dans le même registre que Gérard Depardieu, ces personnes qui symbolisent une réussite française et qui sont tentées par d'autres régimes de fiscalité, sont-ils, est-il Made in France ou pas Made in France? Écoutez, moi, je suis un patriote, donc moi, je paye mes impôts en France et je suis très fier de ça. Même quand certains me disent qu'ils en payent trop, j'en entends qui me disent « mais je suis très fier ». Pourquoi? Parce que j'aime la France, j'ai été élevé en France, j'ai une école gratuite, la santé quasiment gratuite, voilà, j'ai tout ça. Ça existe, ça. Donc il faut avoir cet esprit de reconnaissance vis-à-vis de ce que la France nous a donné. Alors évidemment, les compromis craquent, parce que parfois on va trop loin, la fiscalité est lourde, certains le ressentent, mais je connais beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont très fiers de payer beaucoup d'impôts en France. Donc moi, je suis favorable à l'esprit patriotique. Est-ce que, selon vous, le PSG est Made in France? Ben écoutez, je vous laisse le soin d'entrer dans le détail de la nationalité des joueurs, la nationalité des buts marqués, la nationalité des capitaux, etc. Je vous laisse le soin de le faire. En ce qui me concerne, ce que je souhaite, c'est qu'on gagne l'euro. Voilà. D'accord? Merci. Donc le financement des campagnes présidentielles, pour vous, c'est du Made in France ou pas? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par exemple, on repense en 2007, le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, tout le problème avec Kadhafi, toutes ces choses-là. Ah! Bon, Alors, est-ce que vous pourriez préciser votre question? De toute façon, c'était juste un petit peu, on va peut-être passer à d'autres questions. Ça peut être juste une phrase. Vous parliez de travail. Est-ce que donc le projet de loi El Khomri, qui doit passer en Conseil des ministres le 24 mars et qui a déjà réuni plus d'1 million de signatures en sa défaveur, cette loi n'est-elle pas un moyen de déverrouiller le marché de l'emploi en France? Bah, écoutez, d'abord, bon, c'est une question très controversée. Donc, je vais laisser le soin à ceux qui mènent la polémique, le débat, de la résoudre. Donc, je m'abstiendrai de tout commentaire sur le sujet. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que mon expérience d'entrepreneur, c'est que le problème numéro 1 aujourd'hui des entreprises, que moi je constate, c'est les manques. Le droit du travail, ça range parce que c'est des gens avec qui on travaille. Bon, on trouve des points d'équilibre. Moi, je suis dans une entreprise chez Habitat, j'ai fait la tournée des magasins, je suis allé voir les salariés parce que c'est une entreprise qui est en train de se redresser, de se transformer. Et ceux qui ont les meilleures idées pour se transformer et se redresser, c'est souvent ceux qui sont en contact avec la clientèle, donc les employés. Donc j'ai passé du temps sur le terrain avec eux, y compris les syndicalistes, qui sont les meilleurs militants de l'entreprise. CGT, chez Habitat, les gens qui défendent l'entreprise, qui veulent qu'elle s'envole. Et donc là-bas, la question du droit du travail existe, bien sûr, parce que c'est compliqué, que la réglementation est touffue, problématique, etc. Mais en même temps, personne n'a l'idée qu'on puisse gagner l'un contre l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que finalement, les accords, c'est toujours gagnant-gagnant. Voilà. Sinon, tout le monde paie. Le patron, les actionnaires, je parle des PME, hein, et des petites, et puis des salariés. Bon. Donc moi, je suis frappé de voir que le problème aujourd'hui numéro 1, dont on ne parle pas, pour le développement de l'emploi, c'est le système de financement de l'économie. Ça, personne n'en parle. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Moi, ce dont je peux vous dire, ce que je peux vous dire, pardon, c'est que le point numéro 1 des PME aujourd'hui, c'est le besoin en fonds de roulement. Et il n'y a pas de banque pour faire ça.
je ne sais pas, il reste à BPI, enfin c'est trop petit pour assurer le financement. S'il y avait aujourd'hui un système bancaire à l'offensive qui prend des risques et qui retrouve les fondamentaux de son activité, qui a le crédit aux petites et moyennes entreprises, eh bien, je pense qu'il y aurait beaucoup de développement et nous n'en serions pas là. Voilà mon analyse. Donc, on peut évidemment voilà, toujours chercher des améliorations. Moi, je trouve que le point numéro 1, c'est celui-là. Et cette loi, elle ne montre pas encore une nouvelle fracture entre le gouvernement et les Français, et même au sein du PS même? Ben, je crois que votre question contient la réponse. Vous ne voulez pas apporter votre expertise? J'ai dit. Vous préconisez, selon vos mots, un protectionnisme moderne, vert et européen dans votre livre pour la démondialisation. Un candidat à une présidentielle souhaite, dans son pays, enfin dans son programme économique, taxer les plus riches, les hedge funds, taxer à plus de 20% les importations sur le sol américain et revoir les principaux traités de libre-échange. Au-delà du personnage, que pensez-vous de la politique économique de Donald Trump? Ben, pour éviter les noms propres, je me contenterai de dire que tous les États sont protectionnistes et ont une dose de protectionnisme assumé. La principale activité de la Commission économique du Congrès des États-Unis d'Amérique, c'est de fixer des taxes sur les produits d'importation. Il ne faut que ça. Un tel est dans l'Alabama et il a des aciéries, il taxe les aciers chinois. Un tel est dans l'automobile dans l'Illinois, il taxe les importations de pneumatiques, etc. C'est une activité à part entière, je ne vous parle pas du CFIUS, qui permet au président des États-Unis de décider sans aucun contrôle juridictionnel, en dernier ressort, sans recours, de prendre des décisions empêchant l'intervention de capitaux étrangers dans des secteurs considérés par lui comme stratégiques. D'ailleurs, j'ai pris le décret dans l'affaire Alstom, qu'on a nommé le décret qui maintenant porte malheureusement mon nom, ou heureusement mon nom, je ne sais pas, du 14 mai 2014, c'est le décret qui permet au ministre de l'économie de bloquer la prise de contrôle d'une entreprise dans 7 secteurs stratégiques. La santé, l'eau, l'énergie, les transports, les télécoms, la défense et les jeux. Enfin, les jeux. Ces 7 secteurs stratégiques, c'est une mesure protectionniste. Et je suis très fier de l'avoir introduite dans le droit français parce que c'est ce qui permet au gouvernement de ne pas être impuissant quand finalement un gouvernement se retrouve avec un prédateur qui décide de prendre des actifs puis finalement de ne pas donner suite à l'activité sur le territoire. C'est ce qui s'est passé avec Mittal dans l'affaire Arcelor. Aujourd'hui, les ministres de l'époque Jacques Chirac, M. Breton, ou ceux qui ont été proches, membres du gouvernement, M. Barlin, M. Bayrou, et beaucoup d'autres, regrettent qu'on ait laissé faire M. Mittal, qui d'ailleurs a annoncé que s'il n'y avait pas de taxe anti-dumping européenne, elle allait fermer encore des installations en France. Donc, vous voyez bien que la maîtrise des outils de production, le contrôle d'une nation, d'un gouvernement dûment mandaté par son pays pour défendre ses intérêts économiques et industriels, tous les pays pratiquent, et nous devrions être fiers d'en faire un des volets du patriotisme économique. Est-ce que ça doit être dans toutes circonstances, dans tous les domaines? La réponse est non. Mais est-ce que ça doit être dans les secteurs importants, où il y a des enjeux d'emploi, des enjeux d'approvisionnement industriel, des enjeux de contrôle technologique, de maîtrise de notre souveraineté? La réponse est oui. Voilà, je me permets de... Donc, le protectionnisme de M. Trump, il ne veut qu'accentuer ce qui existe déjà. Voilà. Quant au traité de libre-échange, je pense que c'était une très grave erreur que d'accepter le libre-échange en toutes circonstances, sans aucune limite. C'est ce qui a détruit l'industrie européenne, le libre-échange. Donc nous avons intérêt, nous, à ce que ce traité de libre-échange ne soit pas, le fameux TAFTA, ne soit pas mis en œuvre, et je dois vous dire que j'y suis personnellement très opposé.
Je pense qu'il est normal d'avoir des accords bilatéraux sur des secteurs et des sujets. Mais les accords multilatéraux de libre-échange, tous azimuts, dans tous les secteurs, ont démontré leur capacité destructrice. Regardez ce qui s'est passé avec la politique agricole commune. Elle a ainsi été démantelée par des traités successifs du GATT puis de l'OMC, qui ont conduit finalement les États-Unis, qui subventionnent leur agriculture, à démanteler la nôtre. Contre quoi? Je me le demande toujours. Et aujourd'hui, nous sommes en train de perdre, et nous devons imaginer des mesures de reconstruction de notre souveraineté alimentaire et agricole. Donc ces points-là, il faut y penser. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Quand, vous savez, quand les entreprises meurent, c'est comme les arbres. Il faut des années pour qu'elles repoussent. Donc si vous montrez votre désaccord face à la politique nationale, vous pointez également du doigt les dysfonctionnements de l'Union européenne. On va aborder un petit peu ce sujet-là. Le 23 août 2015, à votre traditionnelle fête de la rose de Frangy-en-Bresse, vous avez dit « Quand des institutions ne sont pas démocratiques, la démocratie ne risque pas de triompher. C'est le problème de la zone euro. » Qu'en est-il de ce projet de parti européen, donc avec Yanis Varoufakis, et comment feriez-vous pour faire triompher la démocratie en Europe? Quel nouveau paradigme économique proposeriez-vous à l'Europe? D'abord, peut-être pour rester sur le fond, parce que je crois que c'est ça qui intéresse ici finalement l'Assemblée. Nous avons une zone euro, je ne parle pas de l'Union européenne, la zone euro. Car regardez ce qui se passe en Angleterre. Je ne suis pas un soutien de M. Cameron, loin de là. Mais je note que sa stratégie de redémarrage économique après la crise, la grande récession, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, la grande récession de 2008, sa stratégie de redémarrage économique par la création monétaire lui a donné de la croissance, la chute du chômage et sa réélection. Et c'est ce qui s'est passé pour Obama. Même scénario. Exactement le même scénario pour Shinzo Abe. Je ne suis pas un nationaliste japonais. Mais on doit reconnaître que la stratégie du Premier ministre japonais, qui a consisté à relancer par la monnaie, pas par la dépense publique, par la monnaie et l'investissement, a été une réussite. Je suis frappé de voir que la Banque d'Angleterre fait des chèques au trésor public de M. Osborne de 30 milliards par an pour désendetter le pays, sans risque d'inflation. Exactement ce que la Banque Centrale Européenne se refuse à faire, puisqu'elle ne veut pas désendetter les États, et elle transmet son quantitative easing, c'est-à-dire sa création monétaire facilitée, aux banques, mais non pas aux États. Pourquoi? Parce que c'est interdit dans son monde. Donc la conséquence de ça, c'est que nous sommes en déflation. Quand partout ailleurs, dans le monde, il y a une croissance forte, on nous dit, nous sommes dans une stagnation séculaire. Enfin, dans la zone euro, oui, dirigée par des traités et des dirigeants, des responsables, qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils font, ou des conséquences de ce qu'ils font. Si on menait le débat sur les orientations de politique économique dans la zone euro, tel qu'il est mené par les prix Nobel américains, par tous les économistes du monde, qui se moquent de nous, se moquent des dirigeants de la zone euro. Nous serions, si nous avions mené le débat, nous aurions constaté l'obsolescence des traités tels qu'ils ont été signés, et nous aurions, depuis longtemps, un chômage en chute libre, dans peut-être atteindre plein emploi comme aux États-Unis, peut-être. C'est possible, si on s'en donne les moyens dans la zone euro. Ce n'est pas le cas, donc il va bien falloir, à un moment ou à un autre, qu'il y ait une explication avec ceux qui laissent un bilan désastreux à la tête de la Commission européenne. On nous a parlé du plan Juncker. Juncker, c'était mieux que Barroso. Mais annoncer 120 milliards, j'ai apporté avec moi les chiffres, si vous me le permettez, je les ai parce qu'ils sont assez étonnants. Quand vous annoncez 120 milliards pour assurer le fonctionnement de la zone euro, c'est la première zone économique avec l'Union européenne, pendant que les États-Unis d'Amérique ont injecté 23 points de PIB dans l'économie en rachetant la dette publique, 23
3 points de PIB en 8 ans. C'est ça, là, ce qu'il fallait faire. Et ce qu'il faut encore faire, d'ailleurs. Nous sommes très loin du compte. Et c'est d'ailleurs la conséquence que nous vivons cruellement d'une économie qui est déflationniste, où les prix baissent, y compris les prix du travail. C'est un problème. Donc vous avez un appauvrissement généralisé dans la zone euro, et c'est un énorme problème. Et donc les Britanniques ont raison d'avoir ces perspectives de Brexit. À votre avis, quel est votre avis? Je distinguerai les problèmes. Le problème britannique, c'est le problème un problème indépendant des choix de la zone euro, parce qu'ils ne sont pas dans la zone euro, ils n'ont pas besoin de sortir. Vous voyez que ça va beaucoup plus loin, ce sont là des préoccupations qui les taraudent depuis bien longtemps, depuis qu'ils sont entrés dans l'Union européenne. Alors, avant les questions du public, nous allons passer à des petits exercices pour tester votre esprit et votre répartie légendaire. Tout d'abord, C'est bien amoindri. Tout d'abord, donnez-nous un adjectif pour chacune des personnalités que l'on va vous donner. Non, je n'adjective jamais. Ni n'invective, ni n'adjective. Et paraphraser sinon? Non plus et encore moins. Veuillez passer votre chemin. Dans ce cas-là, nous allons faire l'exercice, mais cette fois inversé. Nous allons vous donner des adjectifs et vous allez nous donner des personnalités. Le premier, intransigeant, intransigeante. Pourquoi il y a un féminin? Vous choisissez, enfin, ça peut être. Vous ne connaissez pas de femme intransigeante? Alors je vais choisir Camille Desmoulins. Taquin, taquine. Taquin, taquine. Taquin, taquine. Charlotte Corday. Brillant, brillante. Maximilien Robespierre. Exaspérant, exaspérante. Mirabeau. Farfelu. Talleyrand. Et honnête. Pas Talleyrand, c'est facile. Je le cherche encore. Vous cherchez encore? Non, c'est Edgar Faure, puisque vous parlez d'Edgar Faure. Un jour, Jacques Chancel, au Grand Échiquier, vous n'avez pas connu ça, le Grand Échiquier, c'est vraiment pour les personnes âgées comme moi, interroge Edgar Faure, qui est un grand orateur, et lui dit « Edgar Faure, dites-nous quels sont les 3 meilleurs orateurs de France. » Et il tire sur sa pipe, s'arrête un instant et dit « The Ferfelé de vôtre. » Pour ça, je le cherche encore. Bon, si vous avez... Dans la Révolution française, c'est ça que je voulais dire. Très bien. Et sinon, juste pour finir, on aimerait vous soumettre un petit questionnaire de Proust, si vous acceptez le jeu cette fois-ci. Et il n'y a pas de nom propre. Il n'y a pas de des nom noms propre. communs. Il y a ce que vous voulez. Donc la première chose, ce qui vous inspire le plus? La peinture. Votre plus grand défaut. Ils sont nombreux, je ne peux pas le choisir. De quoi doutez-vous? De beaucoup de choses. Votre mot favori. Mot favori. Je le cherche encore. Le lieu qui se rapproche le plus de la cité idéale? Le lieu, Qui se rapproche le plus de la cité idéale? rue de Paradis. Votre truc pour corrompre la jeunesse. Corrompre, c'est impossible de corrompre. La chose la plus grotesque que vous ayez faite par amour? Par un mot, Par amour? ça n'est jamais grotesque. Votre matière préférée. Votre matière préférée à l'INSAD. L'économie. Avez-vous pour de la mort, sinon de la mort politique? Je suis prêt à survivre. La maxime du bien que vous aimeriez transmettre. La maxime du bien. Sois toi. Et surtout, ne bougez pas. De quelle illusion vous percevez-vous? De moins en moins nombreuses. Et enfin, pour conclure, votre conseil de réussite. La curiosité.
et la détermination à agir. La curiosité, parce que c'est ce qui permet de sortir du chemin où on se trouve, de s'arracher à sa condition, d'aller vers autrui et d'être sur la découverte. C'est, je crois, la clé de la réussite. Et donc de se surprendre soi-même. Et la détermination, quand vous avez fait un choix, il faut s'y tenir. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va passer aux questions du public, s'il y en a. Bonsoir, Monsieur Montebourg. Donc, j'ai une question sur l'Europe. Tout à l'heure, vous avez évoqué dans une de vos réponses le fait qu'il fallait défendre certains secteurs historiques et stratégiques français comme l'énergie pour préserver l'emploi et préserver des prix bas pour le consommateur. Comment faire face à une Europe qui somme, avec des mises en demeure, la France de libéraliser son marché énergétique, notamment sur l'hydroélectrique, et donc de faire, d'intégrer des opérateurs étrangers? Merci. Je voudrais, peut-être, votre question est très pertinente, et je vous remercie de la précision avec laquelle vous la formulez. Je voudrais peut-être dire que la vision que l'Union européenne a peu à peu imposée de l'économie, la conception qu'elle porte de la concurrence. La concurrence est saine, la compétition est nécessaire, mais l'excès est dangereux et nuit. Et donc cette absence d'équilibre, j'appelle ça, moi je les appelais les talibans de la Commission, parce que ce sont des intégristes d'un dogme qui vont tellement loin qu'ils en détruisent des vies économiques, bien sûr. Ça faisait sourire beaucoup de mes homologues et collègues, notamment Sigmar Gabriel, qui n'en pensaient pas moins. Ils disaient, quand même, tu l'as dit, tu es un peu fort. Je pense qu'il faut le dire parce qu'on ne s'en sortira pas sans un moment de vérité avec ce qu'est devenu l'Union européenne. Et ce qu'est devenu l'Union européenne, il y a deux institutions qui font le droit. La Commission, qui est gardienne des traités, et la Cour de justice, qui est juge en dernier ressort. Et la vision que ces deux institutions ont des traités, pour moi, est une dérive par rapport à l'histoire de l'Union européenne. Et donc, à un moment ou à un autre, il y aura des ruptures par rapport à ça. Moi, je suis frappé de voir, vous savez, on parle de compétitivité, c'est un sujet que vous n'avez pas abordé dans vos questions, alors que c'est un mot important. Compétitivité, on dit c'est le coût du travail. C'est pas que le coût du travail, c'est le coût du capital, combien on demande de retour sur investissement, c'est le coût de l'énergie, combien ça coûte de produire à tel endroit plutôt qu'à tel autre. C'est le coût du foncier, de l'immobilier, bref, c'est la combinaison productive, c'est capital, travail, énergie, terre, immobilier. C'est 4 facteurs de production. On ne parle que d'un, surprise. Mais quand on regarde ce qu'a fait la Commission européenne au nom de la chasse aux aides d'État qu'elle fait en matière énergétique, elle a conduit la France à devoir renchérir tous les prix d'électricité adressés aux entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, pendant qu'on se bagarre pour défendre notre compétitivité au niveau du crédit d'impôt compétitivité emploi, qui a été créé par le gouvernement, le prix du travail, comme on dit, et bien pendant ce temps-là, la Commission européenne, sans crier gare, sans sourciller, fait monter le prix de l'énergie dans notre pays, alors qu'elle était une des meilleurs marchés de l'Union européenne. Nous faisons perdre un avantage compétitif. Voilà ce genre d'absurdité dans laquelle nous nous trouvons avec ce système. Donc, il y a un moment, vous allez avoir des dirigeants politiques bien élevés, bien documentés, assez avertis des problèmes, qui vont dire maintenant ça suffit, nous ne reconnaissons plus cette vision de l'Union européenne, donc nous n'appliquons plus cette partie des traités. Et vous allez avoir des ruptures entre les États, fondateurs même, et l'Union européenne, parce que ce n'est plus acceptable. Et que ça ne correspond pas au point de compromis politique du traité de Rome tel qu'il avait été imaginé. Je rappelle que les Français ont voté non à l'actuelle Union européenne, c'est-à-dire au traité de Lisbonne tel qu'il a été reformulé. Et que si on réinterrogeait les Français 10 ans plus tard, nous sommes 10 ans plus tard, le référendum de 2005, je pense que les proportions ont sévèrement bondi. Donc il faut quand même comprendre ce qui est en train de se passer dans le rejet de ce qu'est devenu
une mise en compétition permanente des États, des systèmes sociaux à la baisse. Alors vous parlez de l'énergie, la directive de détachement des travailleurs, c'est exactement la même mécanique. Vous avez le droit d'embaucher des Européens non résidents pendant 8 mois maximum, je crois, et ils ne payent pas la protection sociale applicable aux autres travailleurs. En conséquence, tous les chantiers à Paris, ce ne sont plus des gens du coin, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui habitent, qui dorment dans des hôtels ou dans des camions, qui sont payés au lance-pierre et qui assurent ainsi, finalement, qui importent le chômage au sein de l'Union européenne et qui, par ailleurs, ne donnent pas des conditions de travail à ces ouvriers qui sont souvent, qui viennent des pays de l'Est, qui sont suffisamment, qui eux aussi ont des revendications. On a connu ça dans le transport. Dans le transport, on a failli avoir sur les routes de France, il y a encore quelques mois, des gens qui en venaient au mains. Parce que vous aviez cette espèce de concurrence déloyale organisée par l'Union européenne entre sociétés de transport, en cassant le prix du travail. Donc vous imaginez que c'est déshonorant pour ceux qui ont un niveau de protection sociale comme les Français, pas tout à fait les Allemands, mais les Français et d'autres, et que c'est humiliant aussi pour ceux qui sont obligés de travailler sans protection sociale, voilà, et qui viennent d'autres pays. Donc il y a un problème. Et donc tout ça, à un moment ou à un autre, vous allez avoir des États qui vont dire ça n'est plus possible. Et je crois qu'on pourra le dire, ça n'est plus possible. Donc vous allez avoir des mesures de refus et qui seront légitimées par la population des États membres. Donc il est temps que cette mécanique autodestructrice de l'Union européenne s'arrête, parce que si on veut sauver l'Europe, il faut refaire des liens et non plus des divisions entre Européens. Est-ce que je suis clair? Monsieur, je voudrais savoir si actuellement en France, y a-t-il un homme ou une femme politique avec lequel vous sentez-vous à votre guise comme le plus proche ou le moins éloigné de vos idées? Comme je me suis fait une loi personnelle de ne citer aucun nom, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question, mais il y en a. Il y en a, heureusement. Bonsoir, monsieur Mongo. Vous avez rappelé que la Banque d'Angleterre a racheté pour 30 milliards de dettes du Royaume-Uni chaque année, enfin, qu'elle rachète au milliard de dettes. Alors, est-ce que selon vous, la dette publique, c'est réellement un problème? Est-ce que le rôle de la Banque centrale, c'est de racheter la dette publique? Alors, je veux revenir, est-ce que selon vous, enfin, j'aimerais connaître votre position sur le sujet, est-ce qu'on doit revenir avec une banque centrale indépendante? Est-ce qu'on veut, selon vous, on doit sortir de l'euro aujourd'hui? Je ne pense pas qu'il faille sortir de l'euro, bien au contraire. Je pense qu'il faut démocratiser l'euro. Les banques centrales du monde entier monétisent la dette des États. Elles le font toutes. Si nous n'avions pas l'euro, si nous n'avions encore le franc, la Banque de France aurait monétisé, la Banque d'Allemagne moins, mais elle l'aurait fait quand même, comme la Banque d'Angleterre, etc. Le problème, c'est que la dette est entreposée dans les États, et il y a zéro dette au plan de l'Union européenne. La dette est dans les États. Elle n'est pas au plan de l'Union européenne. Donc quand un certain nombre de dirigeants européens ont proposé de mutualiser la dette, de la faire monter, la dette grecque, la dette italienne, la dette française, la dette je ne sais pas quoi, et de la mutualiser au plan européen pour que la Banque centrale puisse en quelque sorte la gager et l'évacuer avec le temps, on nous a dit non, ça n'est pas possible, c'est pas dans les traités. Encore une erreur fondamentale des traités. Car toute banque centrale a un passif qui lui est attaché et qu'elle refinance. Et ça, je dois vous dire que nous sommes très nombreux dans le monde à avoir dit ça, quelles que soient nos qualités, nos fonctions. Donc c'est un défaut du système euro. Et si on veut faire fonctionner normalement la zone euro, il faut trouver une manière de mutualiser les dettes. Si c'est une banque centrale commune, si c'est une banque centrale de quelques pays et de pas la totalité, et non pas de la totalité des pays,
Dans ce cas-là, c'est différent, mais normalement, une banque centrale, elle est un assemblage de banques centrales nationales. C'est exactement ce qui se passe avec la Federal Bank, qui est une banque centrale fédérale qui assemble des banques centrales d'États fédérés. Et qui, quand la Californie est en faillite, eh bien, la banque centrale paye, la Federal Bank paye. Évidemment, il y a des mesures de restructuration pour éviter que la dette ne se poursuive, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Avec la Grèce, c'est pas ce qui s'est passé. On a décidé, ce sont les créanciers qui ont fait le travail, mais la Banque centrale n'a pas voulu faire de chèque. Elle a même fait pression sur le gouvernement démocratiquement élu de Grèce pour que celui-ci accepte des mesures contraires à son programme politique. Conséquence, on vote pour un programme et ensuite, à cause de la magie bruxelloise ou francfortienne, on en applique exactement le contraire. Comment voulez-vous que les populismes ne fassent pas leur lit dans cette situation incompréhensible sur le plan démocratique? Donc démocratiser l'Union européenne, c'est ne plus construire l'Union européenne en humiliant les peuples. Ça ne marche pas. Bonjour. Bonjour, je suis pas ministre par le village de vie, du coup. J'avais des questions, qu'est-ce que vous faites Mais écoutez, demain, je dois avoir plusieurs réunions de levée de fonds pour l'entreprise que je préside. Voilà, c'est l'essentiel de mon activité en ce moment. Allô. Je reviens encore une fois sur l'Europe. On avait parlé du Brexit et notamment là, vous parliez de l'Europe des peuples, les peuples de l'Europe qui en ont marre un peu de ne pas avoir été écoutés. Est-ce que ce n'est pas une bonne occasion pour la France de taper du poing sur la table et nous-mêmes d'exiger certaines compensations, mais certains... Si vous voulez, la stratégie britannique est une stratégie de cavalier seul. La France est l'un des pays fondateurs. Elle a donc toujours considéré qu'elle avait une responsabilité plus ample que ses propres intérêts. En conséquence, eh bien, vous avez une France qui a toujours été le bon élève de l'Union européenne et qui, en quelque sorte, faisait un complexe par rapport à l'affirmation de ses propres intérêts. Donc vous avez tous les pays européens qui affirment, pour moi, je le ressens comme ça, c'était d'ailleurs ce que j'avais exprimé dans un des discours qui m'a valu des reproches du président de la République et du Premier ministre, et d'ailleurs à juste titre, puisque j'exprimais une demande d'inflexion majeure de la politique économique qu'on m'avait confiée. C'était normal. Mais là où je voudrais être nuancé, c'est dire que lorsque la France se retrouve en situation d'être toujours à vouloir démontrer qu'elle est le mur porteur de l'Union européenne, pendant que les autres creusent des fenêtres, se taillent des portes pour assurer le gîte, le couvert chez eux, pendant ce temps-là, nous n'affirmons pas nos intérêts. Donc la France se retrouve à être en quelque sorte toujours le dernier gardien du temple de l'idée européenne et de son idéal, mais finalement, elle a oublié d'affirmer ses positions. Moi, je suis frappé de voir à quel point, à chaque fois qu'il y avait le compromis franco-allemand, vous savez, on fait fonctionner toutes les décisions dans les conseils européens au franco-allemand. Moi, j'avais construit un bloc pour défendre l'industrie et les intérêts industriels de 13 à 14. 13-14 sur 28, ça ne vous fait pas l'unanimité. Ça vous fait une presque majorité de blocage. Quand l'Allemagne n'était pas là, vous aviez l'Autriche qui sortait, et puis ses amis, et donc vous vous retrouviez en dessous de 10. Donc là, vous aviez la minorité de blocage, mais vous ne pouviez pas faire avancer vos dossiers. Donc, on travaille tous en franco-allemand. Franco-allemand, c'est chaque fois que je demandais qu'il y ait des contreparties qui soient mises en face de nos concessions, chaque fois, quand j'allais au secrétariat général du gouvernement, puis ensuite au secrétariat général de l'Élysée, puis toujours plus haut, on disait non mais ça, nous devrons quelque chose, nous devrons toujours quelque chose, mais finalement, on cédait.
Pourquoi? Parce qu'il fallait que la France fasse avancer. Et dans nos têtes, nous sommes enchaînés à cette idée. Nous devons défendre dans le concert, dans l'enceinte européenne, les intérêts de la France, que la France est en train de descendre. Elle est en difficulté grave. Et je voudrais vous dire que vous avez, puisque vous êtes la jeunesse qui va remplacer les générations dirigeantes dans notre pays, quelles que soient les fonctions que vous exercerez, je voudrais vous dire que la responsabilité européenne, c'est de concevoir une nouvelle Europe et ne pas continuer en étant les élèves complexés d'une classe européenne qui se fait taper sur les doigts par des gens qui n'ont aucune légitimité démocratique. Voilà. Et donc cette question-là, c'est la question de 2017. Et il faut la traiter. Merci beaucoup, M. Moreau. C'était merci à vous. la fin.